Alors d'habitude, on utilise au sens général l'expression monde arabe, selon la formule arabe du Golfe à l'océan, c'est-à-dire du Golfe Persique à l'océan Atlantique. Monde arabe est une expression récente, elle est apparue au milieu des années 1930 en tout cas, dans son sens actuel. L'Orient arabe, expression plus ancienne, Mashrek, comprend toute l'Asie arabe et l'Égypte, voire même le Soudan, qui était historiquement lié. Le fait que la notion de continent, à la limite, est un peu absurde dans le cas du monde arabe, puisqu'il est sur deux continents. Et même l'ONU, qui utilise, lui, elle plutôt l'expression Asie occidentale, le fait en intégrant dans l'Asie occidentale l'Égypte et le Soudan, comme montre cette carte de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, donc faisant de l'Égypte et du Soudan une part de l'Asie occidentale. Pour mémoire, il y a aussi l'expression Proche-Orient, expression vague apparue vers 1880-1870 par opposition à Extrême-Orient. Donc, en toute logique, il a fallu qu'on colle ensuite un Moyen-Orient. Et puis ensuite, pour des tas de raisons historiques compliquées, le Moyen-Orient a sauté au-dessus du Proche-Orient. Et il est arrivé en pleine Méditerranée durant la Seconde Guerre mondiale. Proche-Orient, Moyen-Orient sont des expressions politiques. C'est dire, en gros, là où il y a des musulmans et des problèmes. Par exemple, quand l'Union soviétique s'est effondrée, on a eu de savantes discussions pour savoir si l'Asie centrale faisait ou non partie du Moyen-Orient, puisqu'elle avait cessé d'être soviétique. Et je conclus souvent des exposés en disant le jour où on utilisera Asie occidentale, ça voudra dire que les problèmes sont finis. Mais j'ai bien peur, au bonne espérance professionnelle, que ce ne soit pas de mon vivant. Donc, cette Asie occidentale, elle a fait partie d'un immense empire, l'un des derniers grands empires de la Méditerranée, qui est l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est arrivé dans cette région du monde au début du XVIe siècle, et puis, pour des raisons historiques, les Ottomans ont continué leur progression, puisque, vous savez, ils sont arrivés jusqu'à l'Algérie, c'est-à-dire moins une conquête qu'un ralliement. Par contre, le Maroc a refusé d'entrer dans le système ottoman. Alors, pour cette région du monde, on doit parler de paix ottomane, puisqu'on fait partie d'un empire, comme disait Napoléon III, l'empire c'est la paix. Et en ce sens-là, c'est vrai, puisque vous n'avez une protection qui, pour cette région du monde, était une protection contre les attaques étrangères, c'est-à-dire contre les Francs, les Européens, après les siècles des croisades qui se sont continués jusqu'au début du XVIe siècle. Il faut rappeler que Chypre ne tombe qu'en 1578, la Crète qu'en 1650 aux mains des Ottomans, c'est-à-dire que les Ottomans prennent le contrôle de la totalité de la Méditerranée orientale. Alors, paix ottomane contre l'extérieur, on le voit très bien quand on se promène dans cette région du monde. Vous n'avez plus de forteresses après l'époque médiévale. Vous avez les forteresses franques, les forteresses mamelouques, et puis passé le XVIe siècle, en dehors des murs de Jérusalem, qui sont de Soliman le Magnifique, et qui sont des murs d'apparat plutôt qu'autre chose, vous avez 3 siècles sans fortification, puisque les ennemis sont loin. Vous n'avez pas de forteresse à la Vauban ou autre chose de la même façon. Mais vous avez des tas de petites guerres locales, malgré tout, parce que l'Empire ottoman était un système
relativement décentralisé, et vous avez des guerres paysannes, des choses assez mystérieuses dans cette région du monde, Arabes du Sud contre Arabes du Nord, Kaïs contre Yaman, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Ça touche l'Égypte, le Liban, la Syrie, etc. Et puis ces petites guerres se terminent, on ne sait pas très bien pourquoi, se terminent en 1711 au Liban, au début du XVIIIe siècle en Égypte. En Palestine, ça dure jusqu'à 1850. La seule analogie, ce serait peut-être des conflits équivalents à celles des hooligans d'équipes de football. Mais un peu plus violent quand même, quoique. Vous avez aussi des guerres de pacha, c'est-à-dire un gouverneur de province qui essaye d'arrondir sa province en piquant un morceau de celle de son voisin. Ça fait partie de la décentralisation. Vous avez surtout un rapport à la bédouinité, parce que là, nous sommes sur la frontière écologique du désert. Frontière écologique qui n'est pas une frontière écologique, mais une frontière de rapport de force entre nomades et sédentaires. Quand l'État est fort, les Bédouins sont repoussés vers l'intérieur des terres et l'agriculture s'étend et la population augmente. Quand l'État s'affaiblit, les Bédouins progressent, l'agriculture régresse et ainsi de suite. Ce qu'on appelle la frontière du désert est une ligne de rapport de force qui varie selon les époques. De temps à autre, elle se rapproche de la Méditerranée. De temps à autre, elle s'éloigne de la Méditerranée. Mais pour mieux comprendre ce phénomène, il faut voir que nous sommes en fait dans le petit âge glaciaire. Et que le petit âge glaciaire qui, dans la région méditerranéenne, commence surtout aux alentours de 1550, donc qui correspond à peu près à l'arrivée des Ottomans, le petit âge glaciaire limite l'agriculture littorale. Le littoraux, les régions basses de la Méditerranée, et pas seulement au Proche-Orient, mais dans l'ensemble de la Méditerranée, se vident de population et deviennent des espaces insalubres, hantés par la malaria en particulier. Et la population méditerranéenne, et ça c'est valable y compris dans mon Languedoc, ou en Andalousie, partout en Méditerranée, la population méditerranéenne remonte sur les collines. C'est l'époque, entre 1550 et 1850, de l'apogée de la culture des gros villages souches méditerranéens. C'est là où se construit tout un nouveau système agricole fondé sur les arbres fruitiers, un peu de céréales, les oliviers, etc., et un élevage transhumant. En hiver, les troupeaux sont sur les littoraux, et en été, ils sont sur les hauteurs. Et cette transhumance que vous retrouvez partout en France, en Italie, en Espagne, vous l'avez bien évidemment dans l'espace méditerranéen ottoman. Mais comme vous avez les Bédouins, eux aussi, occupent les espaces littoraux bas, d'où la surprise de voir les Bédouins sur le littoral et les paysans en arrière sur les collines. Alors, de ce fait, à l'époque ottomane classique, c'est-à-dire entre 1500 et 1800, l'espace arabe est un espace sous-peuplé. Les chiffres de population, on peut prendre ce qu'on peut appeler le théorème de Fernand Braudel. La population totale de l'Empire ottoman égale à la population de la péninsule ibérique et de l'Italie. Alors, pour des superficies géographiques bien plus immenses, c'est toute la péninsule balkanique, c'est toute l'Anatolie, plus le Maghreb, plus le Levant. Donc un monde sous-peuplé, frappé par des épidémies répétées, en particulier de la peste. La peste est à cette époque-là endémique, non pas au Proche-Orient directement, les grands foyers endémiques de peste sont dans la péninsule balkanique et en Anatolie, dans l'actuel Kurdistan
turcs. Mais pratiquement tous les 3, 4, 5 années, à partir de ces foyers endémiques, la peste frappe, et frappe durement les populations. Bonaparte en Égypte l'a bien connu. Les pertes plus importantes de l'armée française, ce n'est pas les combats, c'est la peste. Les pestiférés de Jafar, célèbre image. Donc un espace sous-peuplé, frappé par des épidémies, un espace composé essentiellement de collines, de montagnes, très peuplées relativement, et de plaines, elles, très largement dépeuplées, avec une bédénouité absolument omniprésente. Alors, qu'est-ce qu'apportent les Ottomans? D'abord, ils apportent une unité culturelle. Parler d'un monde arabe est une illusion si on n'a pas à l'esprit l'Empire ottoman. Les Arabes ont une unité culturelle, d'abord parce que, sauf le Maroc, ils ont appartenu pendant 4 siècles à l'Empire ottoman. Ça veut dire mêmes institutions, même mode de savoir, même organisation sociale, etc. Le paradoxe, c'est que l'unité culturelle arabe commencera à se dissoudre le jour où l'Empire ottoman ne sera plus là, c'est-à-dire au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'autre chose, c'est que l'Empire ottoman est un parachèvement de l'islam classique. Toutes les institutions de l'islam, d'organisation sociale, d'organisation économique qui existent sous l'islam classique connaissent une forme achevée et largement supérieure à l'époque ottomane. Loin d'être en rupture, l'époque ottomane est une espèce de, peut-être d'été de la Saint-Martin de l'islam classique, au moins du point de vue de l'organisation sociale. Alors les choses vont commencer à changer avec le milieu du XVIIIe siècle. Aux alentours de 1750, qui est pour moi une date historique essentielle, parce que c'est aux alentours de 1750 que les Européens ont déjà la conviction qu'ils sont supérieurs au reste du monde et qu'ils sont en train de conquérir le monde. Alors, la première étape, c'est tout simplement, entre 1750 et 1800, le début de l'intégration économique de l'espace arabe à l'espace économique européen, c'est-à-dire le début de la mise en place de l'économie coloniale, de l'échange des matières premières contre les produits manufacturés. Et les prodromes se font largement sentir dès les années 1760-1780 dans cet espace. Et puis surtout, c'est à partir des années 1770 ce qu'on appelait jadis la question d'Orient, c'est-à-dire le fait que l'Empire ottoman brusquement se trouve en situation de faiblesse par rapport aux puissances européennes. Alors on a longtemps parlé de décadence ottomane, etc. Non, c'est pas que l'Empire ottoman a baissé, c'est que l'Europe a monté. C'est que l'Europe, pour prendre une expression de M. Védrine, est devenue une sorte d'hyperpuissance entre 1750 et 1800. Une hyperpuissance, c'est le fait qu'un seul pays européen peut projeter à distance des armées de quelques dizaines de milliers de soldats et que ces armées-là, elle est invincible par rapport aux armées locales. C'est par exemple le cas de l'expédition d'Égypte de Bonaparte entre 1798 et 1801. Pour éliminer les Français d'Égypte, il faut envoyer des troupes britanniques. Parce que les troupes locales, même encadrées par des officiers britanniques, ne peuvent pas tenir devant une armée européenne. C'est ça l'hyperpuissance. Alors, le résultat, c'est, selon l'expression du philosophe de l'histoire Arnold Toynbee, il n'y a pas de question d'Orient, il n'y a qu'une question d'Occident. Car la question, c'est comment les Occidentaux
vont-ils se partager cet espace? Et comme ils sont incapables de se mettre d'accord, ils vont intégrer cet espace dans l'espace politique de l'Europe. L'Empire ottoman, comme la Perse à la même époque et le Maroc aussi, ou la Chine d'ailleurs, va devenir au XIXe siècle une région dominée collectivement par les puissances européennes. Et cette domination collective se traduit par ce qu'on appelle en Chine des traités inégaux, et ce qu'on appelle dans le Proche-Orient les traités de capitulation, auxquels s'ajoutent évidemment d'autres formes de domination qui seraient, on peut simplement nier, protection consulaire, protection religieuse, etc. Alors, dans ce système-là, comme les Européens ne sont pas capables de s'entendre pour se partager le gâteau, eh bien, à la fois, ils dominent cet espace et ils se disputent cet espace. Et les acteurs politiques à l'intérieur de cet espace, pour jouer leur propre jeu, utilisent les Européens à leur propre fin. Par exemple, en 1799, à la fin, quand Bonaparte est battu devant Saint-Jean d'Acre par Ahmed Pacha Djazar, la question est de savoir qui sera l'émir du Mont-Liban. Ahmed Pacha Djazar a son candidat, mais les Britanniques qui ont contribué à la bataille de Saint-Jean d'Acre ont leur propre candidat, et c'est le candidat des Britanniques qui est désigné par les Britanniques pour devenir émir du Mont-Liban. Et ainsi de suite. Chaque acteur politique local va utiliser les Occidentaux à ses propres fins. Autrement dit, les mécanismes de la domination européenne passent par à la fois les ingérences européennes dans cette région du monde, mais aussi la façon dont les acteurs locaux impliquent les Européens à leur propre fin. Un exemple, par exemple, les maronites du Mont-Liban, dans les années 1840, vont jouer la carte française. Donc, ils vont inventer une lettre de Saint-Louis au patriarche maronite, disant que la France protège depuis des siècles les maronites, et ils vont faire croire aux Français que depuis des siècles, ils protègent les maronites, alors que cette lettre de Saint-Louis est évidemment fabriquée en 1840 par un abbé libanais. C'est-à-dire que les Orientaux flattent les Européens et prennent le discours des Européens pour les attirer à leur propre jeu. Alors, en même temps, l'Empire ottoman, c'est un État. Et les élites politiques ottomanes ont la conviction que pour survivre à la domination européenne, il faut prendre les secrets de l'Europe, c'est-à-dire de construire un État moderne. Un État moderne avec une fiscalité moderne, c'est-à-dire les gens égaux devant l'impôt, plus de privilèges, ainsi que la conscription, ainsi qu'une administration moderne, et ainsi de suite. Alors évidemment, la constitution de l'État moderne, à partir du début du XIXe siècle, dans cette région du monde, qui implique aussi une recentralisation après l'époque de décentralisation du XVIIe et du XVIIIe siècle, crée des résistances. Et beaucoup de ces résistances au progrès de l'État moderne va se faire au nom de l'islam. On va dire les Ottomans trahissent l'islam parce qu'ils adoptent les mœurs et coutumes des Francs. Vous avez donc une espèce de guerre civile autour de la constitution de l'État moderne à travers tout le XIXe siècle. Il va résulter de cette situation historique un héritage lourd dans le monde arabe et dans le monde musulman en général, parce que c'est la même situation que l'on trouve en Perse en particulier. Le modernisme, c'est-à-dire la constitution de l'État moderne, va passer par la voie de l'autoritarisme et non pas par celle du libéralisme. Le XIXe siècle crée la tradition politique du modernisme autoritaire,
dans lequel l'Orient arabe se trouve encore impliqué aujourd'hui. Et la modernité implique aussi l'émancipation des non-musulmans, puisque comme en Europe, tout le monde va devenir égaux en droit devant l'État, il faut émanciper les non-musulmans. Mais comme les non-musulmans sont protégés par les Européens, l'émancipation ne peut se faire qu'avec l'accord des Européens. Le résultat, c'est alors qu'en Europe, l'émancipation des non-chrétiens s'est faite selon le principe bien connu du comte de Clermont-Tonnerre, tout leur accorder en tant qu'individu, tout leur refuser en tant que nation. Eh bien, c'est l'inverse qui se produit en Orient. On va tout leur accorder en tant que nation, mais pas en tant qu'individu. Ce qu'on émancipe au milieu du XIXe siècle, ce sont des communautés qui vont devenir donc ce qu'on appelle des millettes, des communautés religieuses reconnues par l'État et ayant une fraction de l'autorité de l'État. Ça veut dire aussi que les Ottomans, de l'époque des réformes, ce qu'on appelle les Tanzimat, vont redistribuer les pouvoirs locaux en fonction de la représentation démographique des communautés. Quand on crée des conseils de province, quand on crée des conseils municipaux, eh bien, ces conseils vont se faire au prorata des populations, tant de chrétiens, tant de juifs, tant de musulmans, en fonction donc de leur représentation démographique approximative. Autrement dit, cette émancipation des non-musulmans va créer cette machine terrible qui est celle du confessionnalisme. Car le confessionnalisme devient un instrument même de l'expression de l'État moderne dans cette région du monde. En même temps, les réformes administratives, les réformes politiques, à partir des années 1860-1880, posent le problème de l'islam. Un islam qui doit s'adapter à la modernité. Car les réformes du modernisme autoritaire sont apparues comme trop européennes, trop comme faisant le front à Faranouj en arabe. Et donc, une première génération de penseurs va partir sur un débat qui va rester jusqu'à nos jours, qui est: est-ce qu'il faut islamiser les réformes ou réformer l'islam? Islamiser les réformes, c'est prendre le vocabulaire de l'islam pour définir les réalités modernes. On va prendre le vieux terme de shura, par exemple, qui signifie consultation, qui est inscrit dans la langue politique classique de l'islam. Ça veut dire simplement une banalité. Un chef, avant de prendre une décision, doit consulter ses conseillers. Mais c'est lui qui prend la décision. Eh bien, shura va être utilisé pour définir le libéralisme parlementaire, le parlementarisme, la consultation du peuple. Mais ce n'est plus du tout la même chose parce que c'est un pouvoir de décision et non pas un pouvoir de conseil. Et on pourrait prendre un certain nombre d'exemples comment les réformateurs de la fin du XIXe siècle utilisent le vocabulaire de l'islam pour en fait couvrir les réalités du libéralisme politique européen de la fin du XIXe siècle. L'autre mécanisme, c'est la réforme de l'islam. Réforme au sens protestant du terme. C'est le modèle Luther-Calvin qui est un de ces personnages. Si nous, musulmans, qui sommes si parfaits normalement, sommes en situation d'infériorité par rapport aux francs, c'est que quelque chose s'est mal passé. Et si c'est quelque chose s'est mal passé, c'est de façon récente. Donc il faut revenir à l'islam des origines, court-circuiter l'histoire, faire comme les protestants sont revenus au christianisme des origines, ou penser comme tel, et abolir un millénaire d'élaboration théologique et de commentaires pour revenir à la pureté des textes. C'est ce qu'on appelle à l'époque la salafia, qui n'a évidemment rien à voir avec la salafia actuelle.
Donc ça, c'est les mutations intellectuelles, mais nous avons les mutations de l'espace. Alors, d'abord, tous ces phénomènes que je viens de vous décrire se font à la fin du petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire se termine grossièrement dans la décennie 1850. Et comme dans le reste de la Méditerranée, mais plus profondément sur la rive sud, vous avez un double phénomène de transformation de l'espace. La première, c'est la reconquête du littoral. D'autant plus que c'est par les ports du littoral que l'on a contact avec l'Occident. Et ce sont les axes de pénétration économique. Brusquement, la population se concentre sur les grands ports littoraux, sur les zones littorales. On met fin à la malaria, etc. C'est un phénomène pan-méditerranéen, mais particulièrement caractéristique des régions de la Méditerranée orientale, puisque va se créer une civilisation du littoral méditerranéen, la civilisation levantine. Civilisation de l'échange, civilisation où on traduit massivement des langues européennes vers l'arabe, mais en même temps, civilisation où on crée un arabe moderne, une renaissance culturelle arabe. L'autre reconquête de l'espace, c'est refouler et annexer les Bédouins. C'est la conquête de l'Est, comme il se passe à la même époque, la conquête de l'Ouest en Amérique. Les forces ottomanes rétablissent l'ordre, établissent des forts, c'est pas fort Apache, c'est le fort de Kérak, par exemple, en Transjordanie. Et à partir des forts, on rétablit l'ordre public, on établit des paysans, les nomades se sédentarisent, etc. Vous avez un vaste mécanisme historique qui se met en place à partir de 1850, qui est la reconquête de la Badia, c'est-à-dire de l'intérieur des terres occupées par les Bédouins, par la sédentarisation. Et donc, à partir de l'axe central qui était constitué par ce paysanat des collines, d'un côté, on reconquiert le littoral, de l'autre côté, on reconquiert les intérieurs des terres. Et c'est un phénomène qui se dure jusqu'aux années 1950-1980, je veux dire, jusqu'au moment où l'espace maximal est occupé. C'est évidemment un bon siècle d'évolution démographique et politique. Vous avez ensuite, comme second problème, la difficile reformulation des identités. Quand, à l'époque ottomane classique, vous étiez de telle religion, de tel lieu et de telle profession. Voilà, il suffit de regarder les homonymes, enfin les patronymes, pardon, pour voir quelles sont les identités. Mais quand vous avez un État moderne, où tout le monde devrait être égaux devant la loi, quand vous avez un État qui donne des cartes d'identité, il faut avoir des identités. Et donc, évidemment, comme tous les empires finissants, l'Empire ottoman rêve d'une création d'une citoyenneté d'empire. Comme la France finissante avait une Union française, quand l'Empire colonial français, finissant avait une Union française, comme l'Empire britannique finissant avait un Commonwealth, l'Empire ottoman développe une idéologie d'État qui est l'ottomanisme, que vous soyez chrétien, musulman, que vous soyez grec, bulgare, roumain, arménien, etc. Vous êtes arabes, vous êtes tous ottomans. Mais face à la définition que l'État essaye de donner, il y a évidemment la formulation par les individus de leurs identités. Alors, évidemment, c'est un phénomène qui couvre l'ensemble de l'espace ottoman. Disons que la grande différence entre les provinces arabes et les autres, c'est qu'en dépit d'un certain nombre de douleurs, dans les provinces arabes, l'identité nouvelle se fait quand même pour regrouper chrétiens et musulmans. Alors que dans le reste de l'espace ottoman, les communautés confessionnelles deviennent des nations, et des nations qui se combattent
les unes des autres de façon sanglante, ce qu'on appelle la balkanisation dans la péninsule de Balkan, ce qui vont conduire à la abominable tragédie arménienne en Anatolie. Eh bien, les provinces arabes y échappent, même s'il y a des tensions, puisque chrétiens et musulmans, progressivement, vont être conduits à se définir de façon pas très claire, comme arabes, ou comme syriens, ou comme libanais, ou comme palestiniens. Mais vous voyez, ce sont des identités englobantes, alors que quand on va se définir comme turc, on ne peut être que musulman, et que si on se définit comme arménien, on ne peut être que chrétien. Et c'est l'identité religieuse qui présuppose les autres identités dans le reste de l'Empire. Ça, c'est la grande mérite de la renaissance culturelle arabe, c'est d'avoir tenté de dépasser les risques du confessionnalisme et du nationalisme des confessions. Alors, selon les régions, évidemment, vous avez la naissance des États contemporains. D'abord, des régions qui ont été détachées ou qui se sont détachées de l'Empire. Je parle évidemment très rapidement, mais ça ne me concerne pas, du Maghreb, où la colonisation européenne, la conquête française intervient. Vous avez l'Égypte. L'Égypte, c'est caractéristique, elle devient d'une telle autonomie au XIXe siècle qu'elle peut être considérée comme quasiment indépendante jusqu'à l'occupation britannique en 1882. Le résultat, c'est que vous avez un État égyptien, l'Égypte des Khedives. Un État égyptien, ça veut dire que l'identité moderne de l'Égypte, c'est le nationalisme égyptien. En 1880, la révolution égyptienne, c'est au nom de l'Égypte aux Égyptiens, Misr al-Misriyin. Exactement le slogan nationaliste. Dans les provinces arabes, c'est plus difficile parce que l'État, justement, ne se définit pas comme arabe ou comme syrien ou comme libanais. Quand l'autonomisme apparaît au début du XXe siècle, il est lui-même moins assuré dans ses référents que le nationalisme égyptien. Néanmoins, on peut parler à ce moment-là de la naissance d'un nationalisme arabe, non sans douleur, sous forme d'autonomisme, à partir de 1908-1909, ce qu'on appelle la révolution jeune turque. Et ces premiers nationalistes arabes vont jouer la carte de l'ingérence et de l'implication durant la Première Guerre mondiale. Ils savent qu'ils ne sont pas suffisamment forts pour faire partir les Ottomans qui sont devenus des Turcs. Eh bien, on va impliquer de son côté les puissances européennes pour chasser les Ottomans. C'est pour ça que les gens de la révolte arabe s'adressent à la France et à la Grande-Bretagne pour lancer la révolte en 1916 durant la Première Guerre mondiale. Épisode historique que vous connaissez surtout par le film Laurence d'Arabie, mais qui est évidemment beaucoup plus complexe que ce que ce film, qui appartient à l'histoire du cinéma, représente. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Européens, c'est d'ailleurs la France et l'Angleterre, soyons clairs, divisent la région sous une forme nouvelle et originale qu'on appelle des mandats. Un mandat, c'est une colonisation à durée déterminée, CDD. Non, CCD, pardon. Colonisation à durée déterminée, qui va donc dire que pendant un certain temps, les Français et les Anglais seront là pour construire un État moderne, libéral et parlementaire, et qu'ensuite, ils partiront en fermant la lumière et en cédant les clés aux autorités locales. C'est ce qu'on appelle les mandats A de la Société des Nations. Alors, des mandats A, vous en avez 3. La Palestine. Alors là, les Anglais ont vraiment compliqué les choses parce qu'en même temps, ils ont créé un foyer national juif, source d'ennui à long terme, enfin même à court terme d'ailleurs pour eux. La France a ce qu'on appelle les États du Levant, c'est-à-dire l'actuelle Syrie et l'actuel Liban. Et l'Angleterre a un 3e mandat qui est l'Irak. Inutile de vous dire que les frontières des mandats suivent harmonieusement la question des ressources pétrolières de la région
et que les tracés en particulier ont été faits en fonction des oléoducs à construire vers la Méditerranée. En 1914, on est encore au XIXe siècle. En 1919, on est en plein XXe siècle. Et puis, vous avez les États bédouins de la péninsule arabique. Cette péninsule arabique, elle est encerclée par la Grande-Bretagne. Ils sont partout. Les Anglais ont des protectorats dans l'ensemble du Golfe, de Koweït jusqu'à Oman. Ils sont au Yémen du Sud, ils sont à Aden. Ils occupent l'Égypte et le Soudan. Donc, vous voyez, toute la vaste péninsule arabique est une espèce d'enclave bédouine à l'intérieur d'un système impérial britannique. Et évidemment, les Britanniques sont là pour mettre de l'ordre. Et comme on est moderne, maintenant on est dans les années 1920, ils sont là pour enregistrer les rapports de force et traduire les rapports de force sous forme de frontières politiques qui seront ensuite intégrées pour de nouveaux États qui sont destinés à entrer dans la société des nations. Donc, à travers des guerres locales entre chefs bédouins, dont le plus important est le célèbre Ben Saoud, créateur de l'Arabie saoudite, par arbitrage britannique successif, on dit ça appartient au Koweït, ça appartient à l'Irak, tiens, ça c'est gênant parce qu'en hiver, ce sont des bédouins koweïtiens qui sont là et en été, des bédouins irakiens. Alors, ça va être une zone mixte entre les deux États et ainsi de suite. Donc, les officiers coloniaux britanniques font le tracé de frontières, tout en n'oubliant pas que, virtuellement, il y a du pétrole dans ces territoires où ils tracent des frontières. Il en résultera d'ailleurs quelques belles catastrophes, comme la volonté britannique de miser sur le Koweït pour étouffer l'Irak, donc créant un contentieux frontalier mortel entre l'État irakien sous mandat et l'Émirat du Koweït sous protectorat britannique. Ensuite, jusqu'à aujourd'hui, on va se débattre à partir des arbitrages territoriaux faits par les coloniaux britanniques, d'abord avant 14 et puis dans le début des années 1920. Alors, l'économie du XXe siècle connaît toute une série de modèles. Vous avez d'abord l'économie coloniale excentrée, mécanisme bien connu, matières premières contre produits manufacturés, et pour faire circuler les produits, développement des voies de communication, ports, chemins de fer, etc. Ensuite, dès les années 20 et 30, avec la disparition de l'Empire ottoman qui entraîne la disparition des capitulations, on a la mise en place d'un second modèle économique qui est l'industrialisation par substitution des importations au profit de la classe des capitalistes locaux. Alors, c'est la phase qu'on a en gros entre 1925 et 1950. Et puis, ce modèle de l'industrialisation par substitution des importations sera repris par les pays socialisés, d'économie socialiste après les révolutions arabes des années 50 et 60, toujours substitution des importations, mais cette fois par un secteur étatique, dirigiste, et non plus en faveur du capitalisme local. Alors, disons tout de suite que ce modèle d'industrialisation par substitution des importations destiné à réduire la dépendance envers le marché mondial est une catastrophe. Ça n'a jamais marché. Alors, il y a des tas de raisons, des mécanismes économiques qui expliquent pourquoi ça ne marche pas, alors que des pays qui avaient le même niveau économique et social dans les années 1940 ont joué plutôt la carte de l'intégration économique croissante au marché mondial, comme Taïwan ou la Corée, et eux ont réussi leur industrialisation, ce que les pays arabes ont échoué. Ils ont aussi échoué parce que le pétrole est arrivé. Une arrivée tardive. Le pétrole commence à exploiter à la fin des années 1920 en Irak. Les premières prospections, exploitations dans la péninsule arabique sont dans les années 1930. La production massive
commence aux alentours de 1950. Donc, en dépit de Tatin au Pays de l'Or Noir, qui est publié dans les premières planches en 1939, l'or noir n'est vraiment or qu'à partir du début des années 1950. Alors, vous allez créer un système économique complexe que l'on appelle la rente pétrolière. Dans les pays où il y a des ressources pétrolières, on va concentrer la phase d'industrialisation sur le pétrole. D'abord, tout simplement, toute la main-d'œuvre moderne va être utilisée dans la production du pétrole lui-même. Les élites techniciennes sont envoyées en priorité sur ce secteur. Avec l'argent du pétrole, les pays producteurs, qui sont en général des États bédouins sauf l'Irak, vont importer massivement de la main-d'œuvre qualifiée des autres pays arabes. C'est-à-dire que la main-d'œuvre qualifiée des pays de la Méditerranée va partir vers les pays du Golfe, parce qu'en gros, la différence de salaire est de 1 à 10. Moi, je me rappelle, en étant en Égypte au début des années 80, les gens disaient il n'y a plus un plombier au Caire, ils sont tous en Arabie Saoudite. Donc, vous avez des déplacements massifs, ce qui fait que, certes, les travailleurs immigrés envoient de l'argent à leur famille au pays, mais le pays s'appauvrit parce qu'il n'a plus de main-d'œuvre productive, puisque les plus qualifiés sont partis vers les pays du Golfe. En plus, nous allons le voir, le prix du pétrole est instable. Et le prix du pétrole est extrêmement instable, ce qui fait que vous allez avoir ce qu'on appelle des chocs pétroliers, c'est-à-dire des montées brutales du prix du pétrole, suivies de paliers et accompagnées ensuite de contre-chocs pétroliers, où le prix du pétrole s'effondre, et puis ensuite on reprend vers un nouveau choc pétrolier, etc. Un État peut voir ses revenus multipliés par 4 ou 5 en 3 ans et puis ensuite chuter d'autant dans les années qui suivent. Donc évidemment, cette économie, nous allons voir sur les schémas, pétrolière est une économie par saccade. Alors il y a la redistribution de la rente. La redistribution de la rente, elle se fait d'abord au profit des appareils d'État, ce qui fait que c'est l'État qui est riche et la population qui est pauvre, et surtout c'est l'État qui finance la population et non pas la population qui finance l'État. Quand vous avez l'essentiel de vos revenus qui sont pétroliers, vous n'avez pas besoin de taxer la population. Et au contraire, la population, elle vous dit merci quand vous lui offrez de l'argent. Alors vous offrez de l'argent sous forme d'emploi de fonctionnaires, sous forme de dons de terre, sous forme de prêts dont on oublie de demander le remboursement, et ainsi de suite. La rente se redistribue aussi de façon politique. La rente sert à financer le conflit israélo-arabe, donc ceux qui font le conflit israélo-arabe ont intérêt à faire la guerre, être en guerre avec Israël, parce que ça justifie que l'on les finance. S'ils font la paix avec Israël, c'est plus aléatoire. Avec cynisme, les économistes disent que les dividendes de la guerre rapportent plus que les dividendes de la paix. Vous avez, en dehors de l'industrie pétrolière et de ses dérivés, le développement du commerce et des finances avec ce qu'on appelle le recyclage des pétrodollars, ce qui fait que paradoxalement, cette zone pauvre à un revenu relativement faible devient l'une des bases du système capitalisme moderne à partir des fonds souverains qui font que, aujourd'hui par exemple, je ne sais pas, Dubaï possède des ports américains. Et ainsi de suite, ou tel pourcentage de telle grande industrie européenne ou américaine. Alors nous allons maintenant passer à des diagrammes qui vont vous montrer la situation de la région sur le plan socio-économique au début du XXIe siècle.
Ce premier schéma vous montre pour l'ensemble du monde arabe la relation entre la croissance économique et la rente pétrolière. En rouge, vous avez le prix du pétrole et en bleu, l'évolution annuelle du produit intérieur brut. Et vous voyez que, évidemment, c'est le prix du pétrole qui fixe la croissance ou la décroissance du produit intérieur brut. Ça, c'est quelque chose qui va pour l'ensemble du Golfe à l'océan, c'est-à-dire que ça intègre aussi l'Algérie, le Maroc, etc., avec la redistribution de la rente pétrolière. Vous noterez donc la chute du contre-choc pétrolier qu'on voit très bien au début du schéma, ici. Le second choc pétrolier, qui est par là. Et puis là, vous voyez la situation actuelle. Alors, le schéma s'arrête à 2007, mais ça va monter, le prix du pétrole va monter de façon continue jusqu'à l'été 2008. C'est-à-dire aux alentours de 2000, le prix du pétrole était de $15 le baril. En juillet 2008, il atteindra $144 le baril avant de s'effondrer à $45 en 3 mois. Ça vaut la bourse de Paris. Vous trouvez ensuite ici la relation nette entre le pétrole, c'est-à-dire les exportations, et la croissance du produit intérieur brut. Donc, la première colonne ici, ça vous donne ce qu'on appelle le choc pétrolier des années 70, donc croissance du PIB avec croissance des exportations. Vous voyez magnifiquement la chute du contre-choc pétrolier des années 80, la relative stabilisation et la remontée des années 2000, mais là, il faudrait aller jusqu'à 2008-2009 pour que le schéma soit plus clair. Là, c'est pour l'ensemble des pays arabes, hein, du Golfe à l'océan. Mais si vous prenez sur 35 ans, ici, vous voyez l'adéquation entre le produit intérieur brut et les exportations qui sont à 95% des hydrocarbures et du gaz. Hein. Donc, très clairement, tout le système économique du Golfe à l'océan est régi par la rente pétrolière. Alors, cette rente pétrolière va nous conduire à poser la question de l'autoritarisme des systèmes politiques arabes. Alors, je vous avais expliqué que la fin du XIXe siècle était parue une sorte de libéralisme musulman à l'époque des réformes et discussions, à travers un mouvement constitutionnaliste. Mais en même temps, on lutte pour l'indépendance nationale. Et la lutte pour l'indépendance nationale joue sur les contradictions entre puissances européennes. Durant la Première Guerre mondiale, les Arabes jouent les Français et les Anglais contre les Ottomans. Au début de la Seconde Guerre mondiale, ils tentent de jouer les nazis, les Allemands et les Italiens contre les Français et les Anglais. Ensuite, ils jouent sur les Américains. Et pour finir, ils jouent sur les Soviétiques. Cela dit, ils sont toujours anti-impérialistes. Hein. Alors, en même temps que vous luttez pour la libération nationale, vous êtes plusieurs à lutter pour la libération nationale et vous disqualifiez votre compétiteur local en le traitant d'agent suppôt valet de l'impérialisme, etc. Donc, vous êtes dans une situation où vous disqualifiez en permanence le compétiteur. D'autre part, dès qu'un système politique est pluraliste, les forces étrangères ou régionales interviennent. Forces étrangères, c'est-à-dire tel ou tel parti politique aura le soutien de telle ou telle grande puissance internationale et éventuellement d'autres acteurs politiques de la région, d'autres États de la région. Autrement dit, tout pluralisme est ouverture à l'ingérence étrangère et risque de conduire à la situation de guerre civile, d'autant plus que votre adversaire, vous l'avez disqualifié comme suppôt agent de l'impérialisme et ainsi de suite.
Cas caractéristique, les cas libanais et palestiniens. Aucune force politique libanaise ne peut exister sans soutien financier extérieur et politique extérieur. À travers l'histoire de l'indépendance libanaise, c'est un jeu permanent d'ingérence régionale et internationale. Par exemple, dans la situation actuelle, ce qu'on appelle le camp du 14 mars a été soutenu par la France et les États-Unis, tandis que le camp du 8 mars est soutenu par la Syrie et l'Iran. Ils sont tous patriotes libanais. Donc, le cas palestinien est aussi tout à fait caractéristique. Quand l'OLP est créé, ensuite les mouvements de résistance, pour avoir un mouvement de résistance, il faut être financé. Et donc Arafat, avec le Fatah, avait réussi à avoir les gros financements venant de l'Arabie saoudite et des pays du Golfe. Du coup, les autres forces politiques palestiniennes pour tenir par rapport à Arafat, à l'époque la gauche palestinienne, FPNP, FDLP, etc., avaient besoin d'être financées par la Syrie et l'Irak. Si vous n'avez pas d'argent extérieur, vous n'existez pas, parce qu'au bout d'un certain temps, vous n'aviez plus de cadres et plus de militants qui allaient là où on pouvait les payer. Donc le pluralisme palestinien était le fait qu'il y avait toujours quelqu'un prêt à payer un mouvement palestinien. Le résultat, c'est que la dictature se fonde sur plusieurs phénomènes. D'abord, l'héritage du modernisme autoritaire de l'époque ottomane. Pour faire les réformes fondamentales pour avoir un État moderne, je ne peux pas accepter les résistances aux réformes. Donc si je suis dictateur, j'impose ma volonté, sinon les réformes sont bloquées. Les islamistes reprennent le même raisonnement que les modernistes autoritaires. Ce sont des islamistes autoritaires et pas des démocrates. Ensuite, vous avez ce problème du pluralisme égale ingérence. Pour qu'il n'y ait plus d'ingérence étrangère, il faut que j'ai une dictature. C'est ce que disait Nasser. Si je rétablis la démocratie parlementaire dans mon pays, tous les partis politiques égyptiens seront aux finances des puissances étrangères. Donc, pour que l'Égypte soit indépendante, il faut qu'elle soit une dictature. Ce qu'il expliquait à Nehru en 1955. Enfin, la rente pétrolière et les rentes en général. Vous savez, le célèbre principe, pas de taxation sans représentation. Mais si vous ne taxez pas, vous n'avez pas besoin de représentation. Et en fait, certaines études montrent de façon extrêmement intéressante que les dictatures correspondent à des bas niveaux de taxation dans le monde. Dès que la taxation s'élève, on est vers un modèle pluraliste avec vote des populations. La barrière serait aux alentours de 20 à 25% de prélèvements obligatoires. Au-dessus de 25%, on commence à avoir des démocraties. Au-dessous, vous êtes dans des dictatures. Alors c'est le cas évidemment dans la région. Quand l'État achète sa population, la population, elle est très contente, elle n'a pas besoin de contester. Alors, nous allons maintenant voir ce qu'on appelle le développement humain de la région. D'abord, prenez conscience, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais c'était sous-jacent, que cette région du monde a connu une gigantesque explosion démographique. Il devait y avoir 4 millions d'habitants en Égypte en 1800, il y en a 80 millions aujourd'hui. Si la France avait connu le même rythme, on serait à 600 millions. Donc, vous comprenez que le rapport à l'espace s'est profondément transformé. Selon les régions, le début de la croissance démographique varie. En gros, vers l'Égypte, pour des raisons historiques de la constitution plus rapide de l'État égyptien, c'est à partir de 1820-1830 que la croissance démographique commence. Dans ce qu'on appelle le Levant, c'est aux alentours de 1850. Ça vous donne des choses comme 350 000 Arabes palestiniens vers 1850 pour 7 à 8 millions aujourd'hui. Donc, vous voyez, évidemment, l'immense croissance démographique
qu'en 2 siècles cette région a eu, compte tenu du fait qu'au départ, c'est une région sous-peuplée. Hein, rappelez-vous, ce n'est pas l'Europe pleine du XVIIIe siècle. Alors, vous avez des résultats moyens en termes de développement humain, si on prend l'indice de développement humain tel qu'il est défini par le PNUD, inégaux selon les États et la société, mais vous avez aussi une croissance régulière de l'indice de développement humain. L'indice de développement humain, je vous le rappelle, intègre les données sanitaires, les données éducatives, etc., ce qui évidemment ne donne pas le produit national brut. Et de ce fait, maintenant, cette région du monde, nous allons le voir, est très largement entrée dans la seconde phase de la transition démographique. Prenez donc pour la région, j'ai mis au début en haut Israël pour vous donner un élément de référence. L'indice de développement d'Israël était 0,908 en 2002, il est de 0,930 en 2005. Évidemment, ce sont les Émirats du Golfe qui suivent derrière dans la région, avec Bahreïn, Koweït, Qatar et Émirats. Ensuite, un peu au-dessous, Oman, au-dessous, Arabie Saoudite, avec des chiffres qui les classent dans la partie haute du classement mondial du développement humain, puisque vous avez les rangs mondiaux. Israël au 22e rang, Bahreïn est à 40, Koweït 44, Qatar 47, Émirats 48. C'est-à-dire, c'est dans la tranche haute des pays de l'IDH. En revanche, vous avez les boulets régionaux, hein, comme l'Égypte, qui a un IDH de 653 en 2002, mais drôlement monté en 3 ans. C'est pour ça qu'il y a parfois des choses surprenantes dans les statistiques du PNUD, puisqu'il serait passé de 653 à 708. Ça veut dire qu'ils ont certainement recalculé l'IDH sur d'autres bases entre les deux études, et le Yémen. Alors, là, ce qu'on appelle la différence de rang et la comparaison entre le rang d'IDH et le rang par PNB par PNB, ce qui vous donne l'efficacité de l'État. Hein, avec le même argent, un État en fait plus ou en fait moins par rapport à... S'il est égalité entre son rang d'IDH et son rang de PNB, il y a adéquation de niveau. S'il en fait plus ou s'il en fait moins, c'est ce qu'indique le rang. Alors Israël est à plus 7, c'est-à-dire que son État est plus efficace. Tandis que Bahreïn, Koweït, Qatar, Émirats et Namibie sont moins 8, moins 12. L'Arabie Saoudite, on voit l'importance du gaspillage, est à moins 19 dans la différence du rang, mais le Liban est à plus 8, la Jordanie est à plus 11. Le plus 33 me paraît extrêmement optimiste pour l'autorité palestinienne. Je trouve que les statisticiens de l'ONU ont une crise d'optimisme. Mais le Yémen, c'est assez surprenant, on le trouve à la fois pays le plus bas sur les DH, mais un très haut rendement de l'État yéménite. Alors vous avez en bas, pour comparaison, le fait que l'indice moyen, c'est 0,729 pour l'IDH mondial, donc une bonne partie du monde arabe est au-dessus de la moyenne mondiale, et que si vous comparez à l'Afrique subsaharienne, le plus bas des pays arabes est au-dessus de la moyenne de l'Afrique noire, mais aussi l'Asie du Sud est un niveau de développement humain bien inférieur à celui des pays arabes. Ces chiffres vous disent qu'il n'y a pas de relation entre la culture et la religion et le niveau de développement, puisque vous avez là pris en compte des pays de culture et de religion bouddhiste, hindouiste, chrétienne ou musulmane, et qu'il n'y a aucune corrélation entre l'indice de développement humain et les formations culturelles et religieuses auxquelles ces gens appartiennent. La situation démographique, attendez, l'évolution de l'IDH est plus claire ici. Vous voyez les progrès de l'efficacité de l'État dans cette région du monde. Un pays comme l'Égypte, c'est tout à fait caractéristique.
Son IDH était de 0,438 en 1975, il était 0,703 en 2007. Ça veut dire plus d'écoles, allongement de la vie, etc. L'IDH, c'est les indicateurs sociaux. Ce qui est clair, c'est que partout, vous avez une croissance régulière de l'indice de développement humain sur 30 ans, sans régression, sauf 2 pays qu'on a retirés du tableau, qui sont l'Irak et la Somalie, qui sont dans la zone Asie occidentale, sauf la Somalie, mais la Somalie fait partie de la Ligue arabe. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, avec les Comores. Mais bon, ça vous donne surtout l'idée que le développement est un processus régulier et continu dans cette région du monde. La situation démographique, c'est évidemment le grand ralentissement de la croissance démographique que l'on voit ici. Si vous prenez la période trentenaire 75-2005 ici, vous voyez des croissances de 3, 3, 5, 1, 6, 8 par an. Mais si vous prenez la croissance après 2005 et les projections, vous êtes à 2,2, 1, 2,5 de croissance démographique annuelle. Vous voyez donc la chute. Ça se voit surtout par le nombre d'enfants par femme, qui est vraiment l'indice clé. En 70-75, à Koweït, vous avez 600,9 enfants par femme, 6,8 au Qatar, 7,3 en Arabie Saoudite, 7,8 en Jordanie. Contrairement à la légende, ce ne sont pas les Palestiniens qui sont les plus prolifiques, mais les Jordaniens. Hein. Bon. Si vous regardez la colonne suivante, c'est-à-dire la situation actuelle, vous voyez un effondrement. Vous passez de 6,9 à 2,3, de 6,8 à 2,9, de 6,4 à 2,5. Vous êtes dans la grande phase du ralentissement de la croissance démographique qui va ensuite normalement conduire à l'équilibre aux alentours de 2040-2050. Autre indicateur des réussites, l'espérance de vie. Vous voyez la croissance régulière de l'espérance de vie. Là, c'est du Golfe à l'océan. Vous êtes au-dessous de 50 ans aux alentours de 1960 et on rapproche de 70 vers 2005, c'est-à-dire tout à fait caractéristique de la montée du niveau de vie et du développement. Vous voyez ici une autre façon de poser par pays, cette fois, le changement de la croissance démographique. En bleu, la période 80-85 et en beige, la période 2000-2005. Vous voyez pour chaque pays la chute de la croissance démographique. Je passe. Alors là, vous avez le tableau le plus surprenant. Enfin, les 2 tableaux qui suivent, du Golfe à l'océan, sont les 2 tableaux les plus surprenants qui disent tout sur le mystère du monde arabe. Le taux d'homicide par 100 000 habitants, Irak exclu, est un des plus faibles au monde. D'ailleurs, il est le plus faible d'après les statistiques de l'ONU, puisque ici, c'est Asie du Sud-Ouest. Un peu plus fort pour l'Afrique du Nord, mais à peine. Ici, c'est l'Europe. Vous voyez que l'Europe a un taux d'homicide par 100 000 habitants le double de celui des pays arabes. Ensuite, vous avez l'Amérique du Nord. Vous voyez déjà combien le taux d'homicide en Amérique du Nord est 3 ou 4 fois supérieur au taux d'homicide dans le monde arabe. Alors, sans vous parler de l'Amérique centrale ici, de l'Asie du Sud-Ouest, du Sud-Est, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, et le record étant les Caraïbes. Donc, le taux d'homicide par 100 000 habitants est extraordinairement faible du Golfe à l'océan. Par contre, le taux d'observation de la loi donne un résultat strictement inverse. Puisque les pays arabes sont coincés dans l'observation de la loi, en négatif évidemment, entre l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine, alors qu'évidemment l'Europe et l'OCDE qui a un taux d'homicide 2 ou 3 fois supérieur a un taux de respect de la loi infiniment supérieur. Alors, ces taux se traduisent dans la réalité. Les grandes villes du monde arabe sont des villes sûres.
Il est beaucoup plus sûr de se promener au Caire, à Damas ou à Beyrouth que de se promener dans une ville européenne ou que de se promener dans une ville d'Afrique ou d'Amérique latine. Ça traduit l'absence de délinquance de masse dans la plus grande partie du monde arabe. Donc on peut dire que l'observation de la loi, c'est surtout de la corruption. L'alphabétisation, elle vous donne les chiffres actuels qui, en gros, vous donnent ici les progrès, qui est que dans la partie supérieure, qui sont les pays du Golfe, vous arrivez pratiquement à une alphabétisation supérieure à 80% pour l'ensemble des populations adultes, mais si vous regardez la jeunesse, vous êtes des taux d'alphabétisation de l'ordre de 99%, sauf avec la chute à partir de l'Arabie Saoudite et de l'Oman, mais vous retombez sur des chiffres à peu près équivalents. Ici, c'est en gros, ça veut dire que l'alphabétisation est à peu près achevée. Puisque les jeunesses sont en grande partie alphabétisées, et que donc mécaniquement, ça se reproduira selon le reste de la société. Comme il faut être moderne, je vous dis d'abord les genders, les différences de genre. Alors, en gros, il y a toujours de grosses différences de gender, ça c'est évident. Bon, comme partout dans le monde, les femmes vivent beaucoup plus longtemps que les hommes, mais elles ne s'en plaignent pas. Ce qui est important, c'est la colonne ici, je ne sais pas si vous pouvez la voir correctement, c'est le taux d'alphabétisation. Aujourd'hui, les taux d'alphabétisation féminins sont extrêmement proches des taux d'alphabétisation masculins. Et en revanche, les différences de revenus sont de 1 à 3, de 1 à 4 entre les femmes et les hommes. C'est confirmé par le tableau suivant, éducation et genre. J'aurai bientôt terminé, rassurez-vous. Où vous avez le fait que vous avez un équilibre à peu près obtenu maintenant dans l'alphabétisation de la jeunesse, mais surtout dans l'enseignement primaire, avec une légère domination dans certains pays des éléments masculins, la même chose dans le secondaire, mais comme partout dans le monde, vous avez une explosion de l'accès des femmes à l'enseignement supérieur qui ont des ratios qui, dans des pays comme le Koweït, le Qatar ou les Émirats arabes unis, sont de 3,24, c'est-à-dire qu'il y a 3 femmes et demie pour un homme comme étudiant. Alors, les Français ne sont pas mauvais là-dedans, parce que c'est déjà le cas aussi pour l'enseignement supérieur français, mais les chiffres arabes montrent que, globalement, la population féminine va arriver dans une situation de surdiplôme par rapport aux éléments masculins, ce qui est le cas déjà pour les pays industrialisés contemporains. Alors, rajoutons qu'en gros, les problèmes de genre, évidemment, existent partout dans le monde, mais que très grossièrement, avec des variations locales fortes et des variations sociales fortes, les femmes arabes ont acquis les 3 éléments essentiels qui sont à la base de tout. Elles ont acquis le droit à l'éducation. Les statistiques que je viens de vous montrer le démontrent. Elles ont acquis le droit à l'emploi en fonction de l'état du marché du travail. Et en gros, elles ont acquis le droit de dire non au mariage, enfin, de choisir leur conjoint. À partir de là, le reste est à bâtir, mais notre société française n'est pas nécessairement extraordinairement bien placée sur un ensemble d'aspects de ce genre-là. Donc, il y a évidemment dans la zone arabe des problèmes de genre, mais la situation est beaucoup plus encourageante qu'on pourrait le penser de l'extérieur. L'heure d'or, les 2 défis du XXIe siècle, c'est le réchauffement climatique, qui est un vrai problème, puisque les projections des climatologues annoncent
une chute de 20 à 25% des ressources en eau avec le réchauffement climatique pour la zone méditerranéenne. Donc déjà que ces ressources en eau sont surutilisées, si elles se raréfient, ça va poser un énorme problème. Et l'autre grand problème, c'est la question de l'autoritarisme et de la démocratie. Aujourd'hui, les statistiques sociales que je vous ai montrées montrent qu'il n'y a pas d'obstacle social à un système démocratique pluraliste dans la zone arabe, mais que les vrais obstacles sont les trois que je vous ai mentionnés. La tradition du modernisme autoritaire et l'islamisme autoritaire n'est que la continuation de l'autoritarisme moderne, modernisateur, la question de la rente et la question fondamentale de l'ingérence étrangère. Regardez la situation en Irak, les élections, on dit ah ben, telle tendance va être plutôt pro-américaine, telle tendance va être plutôt pro-iranienne, ainsi de suite. Ceux-là, ben, ils sont plutôt soutenus par les Syriens, et ainsi de suite. On n'est pas sorti de ce problème, c'est-à-dire que l'accession à la démocratie pluraliste ne peut passer qu'à travers une situation de nationalisme souverainiste qui interdirait la tentation de l'ingérence ou de l'implication étrangère, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Alors, je ne sais pas, je crois que cette conférence était dans un cycle de grande civilisation. Je ne sais pas si je vous ai décrit une grande civilisation, je vous ai surtout décrit une évolution sociale et humaine. Ce qui est extrêmement intéressant de noter, c'est qu'on pourrait dire que cette région du monde est une région qui correspond au principe du verre à moitié vide ou à moitié plein, selon que vous êtes pessimiste ou optimiste, si vous utilisez les indicateurs dans un sens ou dans un autre, mais surtout que cette zone du monde est une zone de développement moyen. Elle n'est pas au plus bas de l'échelle. Ce qui montre d'ailleurs des mondes, c'est le jeu migratoire, puisque d'un côté, c'est une région qui exporte par millions ses élites diverses, ses classes moyennes, vers les pays industrialisés d'Europe et d'Amérique du Nord. Mais de l'autre côté, c'est une région qui importe massivement des autres zones du tiers-monde, des populations de niveau social inférieur, en particulier dans la domesticité. Et à la limite, ça s'équilibre entre migration entrante et migration sortante. Et le jeu des migrations vous montre bien la situation moyenne. Il y a beaucoup d'autres régions du monde qui ont des situations beaucoup plus catastrophiques que le monde arabe. Mais en même temps, il y a des réels malaises dans les sociétés arabes qui expliquent la migration vers les pays industrialisés. Voilà, je pense que j'ai été certainement beaucoup trop long. Je n'ai même pas regardé ma montre. Et voilà.